Bienvenue dans la série Femmes multipotentielles. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Agnès de Roll pour une interview du 29 mars 2021. Agnès a fait des études de lettres et de droit, elle est aussi écrivain en récit de vie, elle est aussi storyteller pour entrepreneurs ainsi que coach PNL. Elle accompagne notamment les femmes pour se libérer des violences familiales et conjugales, mais aussi se libérer du stress des procédures judiciaires. Tu pourras la retrouver sur sa chaîne YouTube. En attendant, tu peux t'inscrire, t'abonner sur ma chaîne YouTube. Alors, ce soir, déjà je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Sandrine Larive, je suis coach certifiée, je suis aussi praticienne en hypnose et en PNL, comme mon invité de ce soir, qui nous parlera un petit peu plus de la programmation neurolinguistique et comment elle l'utilise dans son métier et dans sa vie de tous les jours. Et puis je suis aussi experte en révélation de haut et multipotentiel, et on parlera aussi ce soir de ce qu'on appelle les pervers narcissiques, et on verra le lien entre haut potentiel et pervers narcissiques, et comment aussi Agnès de Roll, qui va bientôt nous rejoindre, va pouvoir nous aider sur ce sujet qui me tient à cœur. Ouais, génial. Coucou Sandrine. Salut Agnès, comment ça va? Ça va très bien, je te remercie. Écoute, je suis ravie de t'accueillir ce soir. Voilà, comme tu le sais, on interviewe des gens en ce moment régulièrement, et particulièrement des femmes multipotentielles. Et puis, je trouvais que le sujet qu'on allait aborder ce soir était aussi d'actualité. Moi, j'ai pas mal de questions aussi par rapport au confinement. On sait que le nombre de violences conjugales et familiales a quand même sacrément augmenté. Enfin, tu pourras nous dire d'ailleurs s'il y a des statistiques peut-être là-dessus ou pas. En tout cas, en France et en Suisse, je crois que ça a quand même pas mal augmenté. Moi, je vois pas mal de gens aussi qui divorcent dans mon cabinet, ou des choses comme ça. Donc, ça sera intéressant de parler de l'actualité aussi. Mais tout d'abord, j'aimerais bien en fait que tu nous présentes ton parcours de vie. Comment tu en es venu à faire tous ces métiers que tu fais en même temps, ces multiples jobs. Qu'est-ce qui a généré cette envie de faire ça? Et puis, je ne sais pas si tu as des déclics à un moment dont tu peux nous parler, peut-être aussi une expérience de vie qui a fait qu'à un moment donné, tu as décidé de transcender quelque chose et d'en faire ton métier. Ça serait super, ça peut inspirer d'autres femmes ce soir, peut-être avoir le même parcours que toi. Je te remercie beaucoup de nouveau pour ton invitation, et puis ça me fait vraiment plaisir d'être avec toi ce soir et voilà, de partager aussi un temps de convivialité, parce que on n'a pas toujours l'occasion d'échanger autant qu'on voudrait. Oui. Et là, c'est une belle soirée du coup, grâce à toi. Exactement. Alors, donc, je m'appelle Agnès Dereul. À la base, je suis passionnée de lecture et d'écriture. Voilà, ça a été mon univers premier. Et je me suis orientée ainsi, dès que je l'ai pu, vers des études de lettres. Mhm. Et j'ai également fait des études de droit. Donc, j'avais un parcours en sciences humaines au départ. Mhm. Les deux étant connectés d'une certaine façon, dans la mesure où c'est une manière d'appréhender la communication et les liens entre les personnes, à la fois sur le plan émotionnel, sur le plan intergénérationnel, sur le plan de la création, et puis aussi sur le plan de la codification. Et donc, voilà. Pour moi, il y a vraiment une cohérence qui est apparue au fur et à mesure des années, parce que parfois j'étais un peu écartelée par ces deux formations-là. Et pour trouver une façon de mobiliser ces connaissances, de mobiliser aussi ce que ça impliquait aussi au niveau social, ce que j'avais envie de faire, comment m'investir, comment aussi gagner ma vie, évidemment, être indépendante. Donc voilà, en ce qui concerne la première phase de ma vie. Mhm. Et après, même s'il y a ces formations théoriques, donc maîtrise de lettres et puis licence en droit à la base, eh bien tout ça c'est très théorique. C'est des formations universitaires avec un beau diplôme. Et puis derrière, il y a l'expérience et les fragilités personnelles, enfin ce qu'on n'appréhende pas à travers les papiers, à travers les codes, à travers les livres. Et j'ai été de nouveau confrontée à la violence.
Alors, lorsque j'ai été enfant, j'ai été victime de violences familiales Mhm. et d'abus. Et je pensais que je pourrais m'en sortir Mhm. grâce aux études, Mhm. grâce aux livres. D'ailleurs, il y a la chanson de Goldman, en fait, qui était dans ma jeunesse, dans les années de ma jeunesse, qui passait en boucle à une certaine époque, et que tous ceux qui veulent s'en sortir, en fait, que tous les moins que rien n'avaient pour s'en sortir que l'école et le droit, et Ouais. qu'à chacun de construire. Et j'y crois beaucoup toujours, mais ça n'a pas été aussi simple que ça, puisque la, la fragilité qu'il peut y avoir émotionnellement crée des failles, et quand il y a de nouveau des accidents, enfin j'étais de nouveau victime d'une nouvelle agression, en fait, toujours dans le cercle de la famille, où ça s'est reproduit, en fait, à l'âge adulte, et où l'agresseur de mon enfance est revenu et rentré dans ma vie à l'âge adulte. Et là, ça a fissuré certains aspects de ma vie, d'autant plus que j'étais mère et Mhm. que j'avais envie de protéger mon fils à cette époque-là. Mhm. Et là, j'ai eu émotionnellement des mauvaises appréhensions de certaines situations. Mhm. Mhm. C'est-à-dire que dans ma vie personnelle, j'ai été fragilisée, j'ai cherché ailleurs, j'ai cherché dans l'amour, j'ai cherché dans un homme Mhm. une certaine Ouais. stabilité, une stabilité émotionnelle. Mhm. Sauf que comme je le faisais pour de mauvaises raisons et que j'étais vraiment très fragilisée par la nouvelle agression que j'avais eue dans ma vie, cette immersion de nouveau à l'âge adulte, alors que j'étais partie très loin, que voilà, j'avais coupé vraiment tout lien. Eh bien, et puis la façon dont ça s'est passé des points de vue judiciaire, puisque Mhm. malgré toutes les démarches théoriques auxquelles j'étais préparée, puisque j'avais quand même une licence en droit, théoriquement, je savais écrire, Bien sûr. théoriquement, C'était c'était déjà même mon bien métier armé quand même à la déjà. base. Mhm. Eh bien, je me suis rendu compte que tout ça, c'était pas, c'était du papier, et que la façon dont on le percevait, c'était très difficile à gérer. Oui, parce qu'il y a Donc, tout ce qui est émotionnel, hein, tout ce qui c'est vient ça, se mettre au travers de tout ça. c'est ça. Et donc, c'est là où, alors, je peux dire que mes connaissances théoriques m'ont servi Mhm. sur le plan, voilà, de porter plainte, de voir comment se déroulait une procédure, sur le plan de faire des courriers, sur le plan de m'exprimer. Mais vraiment, il y a une théorie et une pratique Bien dans le sûr. monde judiciaire. Mhm. Mhm. Et là, je me suis dit que c'était pas suffisant. Donc, au bout de 6 ans de procédure, j'ai eu gain de cause sur ce qui était encore défendable, puisqu'il y a des Mhm. choses qui étaient prescrites. Et une fois que c'est prescrit, c'est prescrit. Mhm. Mais en tout cas, j'ai pu protéger mon fils d'un droit de visite et d'hébergement qui était très dangereux pour lui et pour moi, en fait. Mhm. Et c'était hors de question qu'une personne qui m'avait violée enfant puisse entrer légalement dans la vie de mon fils, en fait. Mhm. C'était d'une violence terrible, même si le droit permet dans certaines circonstances justement des liens familiaux, enfin le droit français. D'accord. Et donc voilà, je me suis dit une fois que je m'en suis sortie que j'aurais pu m'en tirer mieux émotionnellement si j'avais été mieux préparée. D'accord. Et après tout ça, c'est là où j'ai découvert le coaching. Mhm. Et, et que là, ça a transformé ma vie au point que en quelques heures, il y a vraiment des déclics qui se sont formés. Et, et puis Oui, là, on j'ai dit voulu, souvent que les changements, ça prend du temps, même des choses très très lourdes, mais parfois il suffit on le verra avec la PNL, une reprogrammation assez simple pour faire c'est ça. des miracles presque. Voilà. Et c'est là où j'ai eu envie de me former enfin, en PNL.
J'avais une initiation quand j'étais plus jeune dans les livres. J'avais découvert Richard Bandler, John Grinder dans leurs livres. Et puis j'ai eu l'opportunité d'aller aux États-Unis, de les rencontrer et de faire leur formation, de devenir praticien, maître praticien, puis formatrice aussi en PNL. Et de continuer aussi en neurosciences avec une formation sur le mind mapping, sur les techniques d'apprentissage, donc qui ont été mis en place par Tony Buzan. Oui. Ouais. Et voilà, tout ce qui est lecture rapide. Donc, comment mobiliser son cerveau pour s'en sortir au plus vite. Et donc, sensibiliser aux violences familiales et conjugales, après, bon, par ce mauvais choix que j'avais fait, dans une situation de fragilité émotionnelle, eh bien, là, la PNL et toutes les neurosciences, ça m'a vraiment donné envie de rassembler tout ça pour l'appliquer au domaine spécifique des violences conjugales et de l'emprise. Parce qu'il y a la violence physique, mais il y a aussi la violence psychologique, puisque quand il y a des sentiments et des émotions qui sont en jeu, là, c'est très difficile. C'est beaucoup plus difficile. C'est ce qu'il y a de plus fort, en fait. Enfin, du moins, c'est comme ça que je l'ai perçu et c'est comme ça que le perçoivent aussi au départ mes clientes. Et du coup aussi le côté récit de vie, on va revenir après sur tout ce qui est violence, etc. Je voulais juste compléter dans le parcours, tu écris aussi pour d'autres personnes qui veulent, voilà, enfin, j'imagine décrire une partie de leur vie. Et j'ai bien aimé, je relisais ton site internet tout à l'heure parce que j'aime bien regarder les sites des personnes. Et je me disais, tiens, le fil rouge, c'est un peu comment écrire le nouveau livre de votre vie, soit en se libérant de choses qui sont pesantes, soit en écrivant le récit de la vie des autres. Alors, je voulais savoir ce que tu en pensais. Alors, après mes études, j'ai 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 créé mon entreprise d'écriture et de récit de vie et de communication. D'accord. Donc ça a été le départ de ma vie professionnelle et parallèlement aussi j'ai été chargée d'enseignement en droit, en communication et en économie dans un IUT à un moment donné. Et, et donc voilà, l'écriture et la formation, c'était ma première passion, la transmission. Et écrire des récits de vie et du storytelling, c'est-à-dire l'histoire d'un entrepreneur et pour expliquer sa spécificité dans ce qu'il fait au quotidien pour ses clients et en quoi il est différent. Voilà, c'est une passion que j'ai voilà depuis 2002, D'accord. à laquelle s'est ajoutée après la PNL et que j'ai associé donc à la transformation aussi, à la libération de l'emprise. Donc maintenant, Ouais. j'ai les deux activités qui parfois se rejoignent, Ouais. puisque j'ai certaines personnes qui me contactent pour raconter leur vie parce qu'elles ont traversé une épreuve de violence. Et parfois, certaines personnes qui traversent des violences vont raconter leur vie et les deux ont souvent des connexions. C'est ça que je trouve génial dans ton histoire, c'est finalement comment toutes les pièces du puzzle, moi je parle toujours de puzzle, finalement se sont imbriquées comme si voilà, il y avait à un moment donné des synchronicités, des choses. Et là, en plus, je suis en train de modéliser un petit peu le parcours du voyage du héros pour un parcours de développement personnel. Et je trouve ça génial de se dire, bon, bah voilà, il y a eu à un moment donné quelque chose de difficile, une transformation. Et du coup, le héros revient toujours avec un don ou quelque chose à partager ses enseignements. Et finalement, ça aussi, c'est dans la PNL, hein, c'est du Stéphane Gilligan et Robert Dills. Bah, je trouve ça assez génial. En fait, c'est un super exemple de bah, comment, quand on transcende les choses, on arrive finalement à les partager avec d'autres et à trouver des solutions voilà, qui leur conviennent, puisque finalement, les insights, c'est que toi, tu n'avais pas trouvé peut-être de support et tu n'avais pas assez peut-être travaillé sur toi pour faire face à tout ça, en fait. Oui, c'est vrai que
j'ai pensé pendant longtemps que la théorie suffisait et puis le fait d'avancer, et c'est le cas parce que d'une certaine façon, l'action, c'est très important Oui, pour moi. Et après, ce qui m'importe, c'est trouver des solutions. C'est plus comment avancer que pourquoi il m'est arrivé ça. Alors bien sûr, c'est important, mais voilà, c'est qu'est-ce que j'en tire, bien, qui est c'est pour ça. moi le socle. Qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui? Parce qu'on peut pas changer le passé. Bien sûr. Voilà. En revanche, on peut l'intégrer et vraiment en tirer des outils qui vont permettre d'avancer plus vite à d'autres moments, de rattraper finalement le temps perdu. Il y a des moments, on a l'impression qu'on perd beaucoup de temps, Mhm. où on se dit j'ai perdu 10 ans, j'ai perdu 15 ans. Parfois, il y a vraiment des temps qui sont longs. Sauf que durant cette période de maturation, parfois d'immobilisme, Mhm. euh, il peut y avoir quelque chose de très souterrain, une force qui se développe et qui fait qu'à un moment donné, on va faire d'un coup un truc et un truc exceptionnel dans sa vie et où tout va changer. Ouais. Mais ça Ouais. a été préparé par les années de galère. Oui, ouais, c'est un peu ça en fait. Et puis, on parle souvent d'arriver à faire le silence à l'intérieur de soi pour laisser émerger justement le meilleur. C'est un peu ça aussi qui se passe des fois dans des phases d'immobilisme. Il y a juste besoin de se recentrer sur soi pour vraiment comprendre ce dont on a besoin quand on a subi aussi ce genre de choses. Donc je trouve ça assez puissant comme message. Et puis, oui, et puis j'ai vu que tu poussais même les gens après à aller vers de l'indépendance financière. C'est aussi ce que tu as fait en devenant multi-entrepreneur, en tout cas, et multi-activité. C'est ça aussi la libération ultime finalement. Alors oui, c'est vrai que l'indépendance financière, elle est fondamentale de façon à ne pas dépendre, par exemple, dans le cas des violences conjugales, d'un homme violent Mhm. et de son compagnon, de ne pas rester dans une situation parce que on n'a pas de ressources ou que du moins on a l'impression qu'on n'a pas de ressources. Alors moi, je suis indépendante effectivement en tant que statut, mais l'indépendance, elle peut aussi passer par le salariat. Tout le Bien monde sûr. n'a pas forcément envie de devenir Oui, oui. entrepreneur. Oui, je parlais de ton C'est exemple en pas particulier. voilà, c'est pas une vocation. Mhm. Une vocation, soit on peut être très heureux en étant Bien sûr, salarié, en étant fonctionnaire, en étant entrepreneur. bien sûr. Voilà, c'est chacun son parcours, chacun son truc Ouais. Non, non, bah, là, qui fait pour le coup, je parlais voilà. vraiment de ton aspect. Et alors, du coup, raconte-moi comment tu fais pour gérer tous ces métiers en même temps. Ça doit pas être facile. En plus, j'ai vu que tu avais une chaîne YouTube. Bravo pour ça aussi. On sait à quel point c'est demandeur, puisqu'on a un peu suivi la même formation avec Alex Cormon. Et du coup, moi, c'est ma prochaine étape, bientôt, j'espère, dans J'ai vu quelques ça, un j'ai ou vu deux ça. mois. Je suis en train de faire mon travail souterrain aussi. Du coup, bah, raconte-nous un peu comment tu gères tout ça. C'est aussi pour ça que je fais ces vidéos, c'est se dire, il y a beaucoup de gens qui ont peur de gérer plusieurs métiers en même temps parce qu'ils se disent, mais je vais totalement me disperser. Et du coup, ils n'osent même pas poser un petit doigt dans ce genre de vie. Toi, comment tu gères tout ça, tout simplement? Alors, je cloisonne parfois Mhm, les mhm. deux activités. D'accord. Comme Il s'il peut y y avait des avoir des saisons, en temps, fait, hein. oui, voilà, c'est-à-dire que au niveau de la rédaction, j'ai parfois besoin de m'immerger. D'accord, Donc, je me prends des temps dans la semaine, d'accord. des demi-journées, ou ça peut Mhm, être une semaine. Alors, parfois ponctué par des coachings, mhm. puisque j'ai des clients de façon régulière et que j'ai des programmes. Donc, naturellement, ça implique Bien sûr, des régulariser. temps de régularité. Mhm. Mais j'ai souvent une dominante dans une semaine. Mhm. Voilà, de façon à pouvoir être créative, que ce soit pour un récit de vie, soit pour l'écriture, la réécriture ou la relecture d'un livre lié à une entreprise, Mhm. soit aussi pour approfondir mes propres coachings et les programmes que je développe, Bien sûr. pour que ça aille
encore plus vite et encore plus en profondeur. D'accord. Chaque fois quand je vois un levier qui est différent, une ressource qui va pouvoir être appliquée, c'est en permanence. Mm. Et après, il y a, comme tu disais, la communication. Après, les médias sociaux sont des outils Mhm. pour se faire connaître et pour faire connaître ce qui nous anime. Donc, la rencontre avec Alexandre Cormon, qui a été une très belle rencontre, qui est donc coach et entrepreneur, fait que voilà, j'ai été encouragée enfin, à voir comment ça se passait en fait au niveau de YouTube. Et à un moment donné, en étant entourée de tous ces entrepreneurs qui étaient sur YouTube, j'ai été, c'est vrai, challengée pour y aller moi aussi. Et ça a été, comme on dit justement dans le milieu du coaching, une vraie sortie de zone de confort parce que moi, Oh à la oui. base, derrière mon écran, je suis avec mes cahiers, mes stylos, mes livres, et c'était pas du tout mon truc. Et donc, ça a été un sacré challenge. J'imagine que Donc, ton syndrome de voilà. l'imposteur est passé par là au début pour faire coucou. Qu'est-ce Alors, que je tu sais pas fais? si c'était lié au syndrome de l'imposteur en soi, peut-être pas par rapport à YouTube. Ouais. C'était dans l'idée de la passion, d'avoir envie de contribuer à faire bouger les choses Mhm. et la compréhension que YouTube, c'est un outil qui est hyper puissant et la chance de côtoyer quelqu'un qui savait comment ça marchait Ouais. et qui donc a développé sa formation, donc Alex. Mhm. Et, et donc, voilà, utiliser ce média pour mettre le meilleur de moi-même. Alors au début, c'était l'impression que c'était catastrophique, c'est-à-dire parce on maîtrise pas l'outil, parce que il y a les problèmes de montage, les problèmes de cadrage, les problèmes du fait que parler devant tout seul devant une caméra, c'est pas naturel. Alors, on en parlait justement avec Déborah qui nous regarde là en ce moment. Salut Déborah. Si tu passes Salut sur notre Déborah. conversation d'aujourd'hui, c'est pour toi. Et donc là, c'est pas le syndrome de l'imposteur, c'est qui est à dépasser, c'est vraiment l'acceptation de son image, de ses Oui, imperfections, oui. de les difficultés de communication qu'on peut avoir, parce que la fluidité pour parler à une caméra, ben, ça vient pas comme ça. Et c'est d'accepter que, ok, c'est mauvais selon ses critères. Voilà, on se regarde, ça va pas du tout. Mais si on n'y va pas en live, qu'on le fait pas vraiment, l'entraînement, ça remplace jamais la réalité. Mhm. Donc, on fait une vidéo qui est mauvaise, on regarde ce qui est pas bon et ce qu'on améliore sur la forme. Parce que le fond, voilà, on, on peut avoir un message après qui est partagé ou pas sur le fond, mais la forme, ça joue beaucoup dans la communication. À Bien sûr. l'écrit, c'est beaucoup plus facile. Tu peux relire, tu peux corriger, tu changes de cahier, tu changes de feuille. Avec un ordinateur, tu coupes, tu colles. C'est voilà, c'est autre chose. Alors que devant un écran, bah, tu vois ta fatigue, tu vois tes cernes, tu vois ta coiffure qui va pas. Euh, Ton expression, tu te reprends, c'est pas exactement les mots finalement que tu aurais dû employer, mais il faut y aller parce que sinon le temps passe. Voilà, et donc Absolument. Et surtout, tu as un message à répandre. Comme tu dis, le but ultime, c'est d'aider des gens. Et donc, des fois, ben, il suffit d'un mot. Et même si la coiffure est de travers, à un moment donné, ou quand on a des cernes, bah, ce jour-là, ça peut aider quelqu'un. C'est toujours ce que je me dis aussi. Et puis, ben, comme tu dis, hein, une fois qu'on l'a fait, on s'améliore jour après jour. Et puis après, ça devient presque pas naturel. Mais en tout cas, ça met un certain temps, j'imagine, à devenir naturel. Mais en tout cas, c'est comme tout dans la vie, on progresse et on s'améliore. Euh, du coup, je voulais aussi te demander, en fait, un petit peu plus particulièrement, maintenant, si on rentre dans le sujet, en fait, des violences.
Comme je te disais Oui. au début, ça m'intéresse d'avoir ton avis en fait sur les violences par rapport au confinement. Là, ça fait quand même un an qu'on y est. Moi, enfin, dans mon cabinet, je vois défiler pas mal de gens où il y a eu quand même pas mal de ruptures dans leur vie en tout genre, puisque ça a fomenté en fait beaucoup de vie en collectivité, en intimité qui n'étaient pas forcément là avant, et donc beaucoup plus de choses difficiles. Et je voulais savoir si toi, tu avais un retour différent là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses? Quels sont pour toi les challenges fondamentaux en ce moment? Et puis après, j'aimerais qu'on passe sur le sujet aussi du pervers manipulateur narcissique. Moi, du coup, comme je reçois beaucoup de HP, le HP étant un énorme empathe, hein, est un réservoir, un attracteur de PN. Moi-même dans ma vie, j'ai pas eu trop longtemps d'exposition, mais j'ai eu droit quand même à des courtes expositions suffisamment pour me faire regarder 46 000 vidéos sur le sujet, et j'aurais aimé trouver les tiennes à l'époque aussi, me faire devenir un radar à ça. Je pense que maintenant j'ai un petit truc qui fait et puis peut-être aussi parler à la fin on est tous exposés sur les réseaux sociaux, surtout quand on est dans nos métiers, etc. Et puis, comment on fait pour ne pas tomber sur ces PN aussi sur les réseaux sociaux? Est-ce que toi, tu aides les femmes aussi à développer ce radar, finalement? Alors, pour commencer sur le confinement, Oui, le contexte c'est vrai global. que c'est un contexte qui amène à aller parfois encore plus dans l'extrême Mhm, mhm, et à se rendre compte, ça a aidé certaines femmes à, à aller vraiment jusqu'au bout de la rupture, à décider vraiment de partir. Parce que parfois dans le quotidien, il y a les échappatoires du travail, absolument. il y a des temps où il y a une régénération. Et puis, comme une espèce de bouffée d'oxygène qui permet d'aller de nouveau dans cette ambiance toxique et de la surmonter pour différentes raisons. Parce que on a fait un choix et qu'on veut s'y tenir, parce qu'on pense que ça Mhm, va s'arranger, parce qu'on pense que finalement c'est mieux pour les enfants que les parents ne soient pas séparés, parce qu'on a peur, parce qu'on pense qu'on ne s'en sortira pas, parce qu'on pense qu'on ne peut pas être indépendante, parce qu'on n'ose pas en parler. Enfin, il y a plein de parcelles. Et, et donc, voilà, cette possibilité de respiration fait que finalement, on continue à vivre. mhm. Alors qu'avec le confinement, eh ben là, il y avait plus ces respirations-là et certaines femmes ont décidé que c'était plus possible et ont eu vraiment en face d'elles le fait qu'elles allaient, si elles continuaient, qu'elles allaient mourir, mais qu'elles allaient mourir plus vite. Le confinement, effectivement, ça peut être une opportunité. Et après, bien sûr, ça peut augmenter les tensions. Mhm. Et c'est là où c'est important de se dire que dans les périodes de respiration de confinement, c'est là où il faut pas attendre que ça revienne et qu'on reconfine. Oui. Et c'est le moment de trouver cette stratégie. Et c'est là où j'aide aussi les femmes à trouver les bonnes orientations, à se décider à aller voir un avocat, à se décider à porter plainte, à consulter des professionnels, que ce soit des notaires, Mhm, aller voir un mhm. huissier pour faire des constats, enfin, aller vraiment dans l'action. Et pas après pas, mais à y aller, vraiment. Et à Oui, parce qu'il faut être décider. clair que ouais, il y a un petit décalage de temps. Et que tu ne te substitues pas, évidemment, ni à des avocats, ni à des professionnels judiciaires, mais par contre que tu aides dans ces démarches, inclus tout le process émotionnel pour C'est arriver ça. à faire Moi, ces démarches. je suis vraiment dans l'accompagnement émotionnel et stratégique de savoir ce qu'on souhaite faire. Et à partir de là, une fois que c'est clairement Mhm. défini, aller voir le professionnel du droit pour dire ce qu'on veut. Parce qu'un avocat, il n'est pas là pour écouter un récit de vie. Il est Absolument. là pour voir des faits et comment ça peut. Est-ce que ce sont des infractions? Mhm. Est-ce que c'est répréhensible ou pas?
comment déclencher une procédure de divorce, quels sont les enjeux, voilà, d'une point de vue légal. Après, ce qui m'est arrivé, moi, j'ai repris dernièrement, quand à l'âge adulte, une fois que la procédure à laquelle j'ai été confrontée de 2009 à 2015, enfin, toutes les procédures ont été terminées, j'ai repris mes études de droit. J'avais une licence, donc j'ai pris un master en droit privé en me disant j'ai dû rater un truc. Voilà, c'est le besoin de me replonger dans la théorie finalement, de me dire mais de chercher une solution dedans. Alors j'ai eu 18 ans de droit pénal à mon master. C'était une espèce, voilà, envie de trouver ce qu'il y avait eu, pourquoi mes plaintes avaient été rejetées. Enfin, voilà pourquoi il y avait eu des classements sans suite sur certaines plaintes au niveau des violences conjugales. Pourquoi est-ce que j'avais eu un refus de plainte dans une gendarmerie? Enfin, j'ai cherché, je me suis dit, je me suis immergée dans mes codes, dans les livres, voilà. Et en sortant de là, je me suis dit, donc j'ai validé mon master, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tente le barreau? Est-ce que je vais jusqu'au bout? Et là, je me suis dit que vraiment, c'était pas ça que j'avais envie de faire. J'avais pas envie d'accompagner sur le plan technique, j'avais envie de faire autrement et puisque j'avais cette opportunité au niveau de la PNL. Donc j'ai fait ma formation en PNL et je me suis dit ma différence, elle est vraiment là-dedans. Elle est vraiment là-dedans, dans ce lien émotionnel avec le monde judiciaire, comment se préparer émotionnellement à une audience, comment raconter sa vie à son avocat, comment pouvoir la résumer aussi, comment aller à l'essentiel, comment ne pas craquer quand on va porter plainte. Voilà, donc les différentes étapes, aussi pour les droits de visite et d'hébergement, quand on recroise son agresseur, quand voilà, tout ça, comment le gérer au mieux et comment être heureuse ou heureux malgré ça. Je dis heureux aussi parce que au départ, j'ai commencé mes vidéos et mon accompagnement pour les femmes. Et j'ai été contactée beaucoup par des hommes qui m'ont dit mais la violence ça existe aussi. Je vois plus mes enfants. Et d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur la chaîne YouTube dernièrement avec un homme qui a témoigné sur le fait qu'il n'a pas vu ses enfants pendant plusieurs années, comment il a recréé du lien, etc. Puisque la violence elle est vraiment des deux côtés. Hein. Ça touche autant les hommes que les femmes. Ouais, alors c'est vrai que c'est assez tabou. Moi, je t'avoue que ces derniers mois, j'ai eu plus d'hommes que de femmes qui m'ont parlé de violence conjugale. Et parfois, j'exagère un peu parce que je dis des beaux bébés d'1,90 m, mais on en est là. Ouais. C'est pas une question de force physique, malheureusement. Tout à fait. Et bah, c'est vrai qu'avant, moi, j'avais vu ça du côté féminin. Il faut croire que la vie m'a rappelé que ça existait aussi du côté masculin en m'amenant cette série. Tu sais, des fois, on a des séries de clients ou de personnes, et puis on se dit, ah ouais, je devais aussi comprendre quelque chose. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Et c'est vrai que bah, y a cette perte aussi d'identité. À un moment donné, on ne sait plus qui on est. En plus, avec des pervers narcissiques, il y a vraiment cette espèce de l'autre nous absorbe. C'est presque, on ne sait plus qui on est. Et du coup, bah, j'aime bien cette idée dont tu parles justement de retrouver qui on est, ses valeurs, ses besoins avant d'aller en parler aussi à quelqu'un. Et est-ce que tu sais aussi le nombre de gens qui portent plainte après des agressions? Je crois que c'était vraiment ridicule. 1% des personnes arrivent vraiment à faire ce pas-là. C'est vrai que je suis pas très chiffre. Ouais. Et je saurais pas, je les vois passer, ils sont écrits. J'ai entendu l'autre fois que c'était pratiquement 1 ou 2%, pas plus. Mais il y a pas assez de personnes qui portent plainte, c'est sûr, ou qui pensent que ça sert à rien, puisque il y a ces classements sans suite, et puisqu'il y a ces dépôts, ces refus de plainte parfois, même si c'est pas théoriquement légal, mais voilà, comment faire, comment réagir quand vous avez quelqu'un qui doit normalement, selon le code de procédure pénale, prendre votre plainte et qui vous dit, ben non, vraiment, bah, rentrez chez vous. Et moi, la phrase que j'ai eue, c'est, vous vous êtes pas marié trop vite?
Mhm. Intéressant. Mhm. Et, et ce qui était vrai, mais qui ne justifiait pas un refus de plainte, parce que moi j'habitais dans un village, donc forcément tout se tout se sait plus ou moins, ou s'interprète, ou voilà. Mais voilà, j'ai eu ça et j'ai passé du temps, hein, avant de reporter plainte, enfin, avant Ouais, de ouais, continuer de repousser, parce que c'est pas parce qu'il y a un refus que ça s'arrête. bien sûr. Il faut il faut s'accrocher, il faut continuer, il faut persévérer. C'est comme voilà, une porte qui se ferme, il faut réessayer, voilà, jusqu'à ce qu'il y en a une qui s'ouvre ou que la porte elle s'ouvre Mhm. lorsqu'elle doit s'ouvrir. Oui, parce que je vois aussi beaucoup de femmes qui n'osent pas y aller, ou même au pire, quand on a des enfants avec un pervers narcissique, c'est qu'on se dit qu'on est un peu lié à vie avec cette personne qui va nous bloquer dans tous les sens, qui va bloquer la procédure, etc. Moi, j'aimerais que tu nous donnes un message d'espoir pour toutes ces femmes, que tu nous dises que c'est possible, même en étant mariée, même en ayant des enfants avec. Alors, avoir des enfants avec quelqu'un, pervers narcissique ou pas, ça lie à vie. C'est un Absolument. lien, voilà. Et lorsque les enfants sont mineurs, lorsqu'il y a des aménagements de droits de visite et d'hébergement, ça implique d'avoir des contacts réguliers, ce qui peut être perçu de façon très injuste, très très violente. Ça réactive. Et et pour moi, ce qui est vraiment fondamental, c'est d'avoir des objectifs, de garder le cap sur ses propres valeurs, de retrouver sa joie de vivre et son bonheur intérieur. Et, et ça donne aux enfants un exemple, un rayonnement, une chaleur personnelle. Mhm. Parfois, par les arguments, ça fonctionne pas. Mhm. C'est-à-dire que le pervers narcissique, il va argumenter, il va manipuler, il va se plaindre, il va accuser. Et il y a des moments où ça fonctionne. C'est-à-dire que les enfants vont être influencés parce que ils ont l'impression que le pervers narcissique, il souffre. Et finalement, c'est le parent qui est le plus fort en apparence, euh, vers lequel les enfants vont avoir moins d'égards. Et ça peut être perçu très injustement et ça peut créer beaucoup de souffrance. Mhm. Mhm. Mais c'est la façon dont on est ancré, dont on vibre, dont on rayonne, qui va faire que, au bout d'un moment, les enfants vont comprendre, vont éprouver aussi le fait que on peut se libérer, on peut avoir son propre chemin Mhm. et, et que le bonheur, il dépend aussi de soi. C'est-à-dire qu'on peut pas être heureux ni à travers un conjoint, ni à travers ses enfants. Mhm. C'est un beau message. Et donc, il peut y avoir des turbulences, il peut y avoir des tensions à des moments avec les enfants. Et c'est important de garder le cap. Et c'est là où il y a une partie de mon coaching qui existe lorsque, eh bien, notamment, il y a des séparations où il y a un des parents qui n'a pas la garde des enfants. Et ou alors où ça se passe pas bien au moment des temps de présence parce que soit il y a enfin, il n'y a pas le même style de vie, pas la même approche, donc les enfants sont tiraillés et ils cherchent les limites. Et ils poussent, et donc c'est difficile. C'est difficile parce que parfois ça fait mal. Mhm. Et que voilà. Donc c'est dur, mais au bout d'un moment, euh, si on tient bon, il y a euh, les liens c'est pas qu'ils se recréent parce qu'en fait, même si on peut avoir l'impression qu'il y a des cassures, Mhm. parfois il y a des périodes de temps où certains parents ne voient plus leurs enfants. Euh, le lien il va y avoir une reconnexion.
la qualité de la relation, elle peut exister même s'il y a un temps de coupure. Ouais, et ça, je trouve que c'est Voilà, vraiment ça, porteur d'espoir, ça. c'est très important. Et pendant les périodes où on n'est pas avec ses enfants, où on en souffre, où on est avec ses enfants et où ça se passe pas forcément comme on le souhaiterait, eh bien, le fait de continuer son chemin, malgré la tempête, de faire des choses qui nous plaisent personnellement, qui apportent de la joie, eh bien, ça va, à un moment donné, ça va payer. C'est Mm. comme le boulot, Mm. en fait. À un moment donné, ça paye. Et voilà, quand on bosse, à un moment donné, il y a des résultats qui arrivent. Voilà. Non, je trouve Et ça, c'est vraiment ce que je voulais transmettre ce soir aussi. Donc, merci d'avoir transmis ce message d'espoir. Et puis, bah, c'est vrai que l'hypnose, en tout cas, et la PNL, moi, je trouve que c'est très bien aussi pour reprogrammer les choses, puisque on a une personne à un moment donné en face qui nous a complètement déprogrammé, ou reprogrammé dans le mauvais sens, mais qui nous a c'est fait ça. croire à des phrases négatives sur nous-mêmes assez impressionnantes. Alors du coup, voilà, c'est aussi pour ça que c'est vraiment des thérapies brèves, mais très utiles. Si les gens se posent la question pourquoi l'hypnose et la PNL sont utiles, c'est vraiment pour ça. Et puis, j'aime bien aussi qu'on parle, pour finir, tu vois, de littérature un peu. Je me demandais juste, tiens, je n'avais pas forcément pensé à te poser cette question. Qu'est-ce que tu as pensé, si tu l'as lu, du livre, j'imagine que tu l'as lu, de Camille Kouchner, justement, sur Oui, tes dénonciations, par toi qui es écrivain de récits de vie et qui est en plus spécialiste du sujet. Qu'est-ce que tu penses de ce livre? oui. Alors je l'ai lu lorsqu'il est sorti, bien sûr. Et puis j'ai fait une vidéo d'ailleurs. Oui, j'ai vu. Le hashtag #MeTooInceste qui est sorti. C'est un livre important. Mhm, C'est un livre courageux. C'est un livre engagé. mhm, Et ça fait partie des livres qui font bouger les choses et qui sont dans la continuité de femmes qui s'impliquent, même si c'est difficile et qui vont vers une cause qui est plus grande qu'elles en tant que personne. Et, et donc vraiment son livre est important. J'ai été heureuse qu'il paraisse et j'ai été heureuse de le lire. Et c'est un livre qui m'a beaucoup touchée. J'ai fait une vidéo qui n'était pas prévue sur le mhm. sujet. Mais et voilà. Et donc ça m'a fait penser à l'engagement aussi un temps de Gisèle Halimi, Mhm, mhm, donc avocate qui a fait aussi avancer la cause des femmes et notamment en défendant Marie-Claire hein, au procès de Bobigny et voilà avec le manifeste des 343 de femmes qui témoignent des violences qu'elles ont subies, des avortements aussi, enfin liés au viol. Voilà, donc toutes les violences sexuelles, pour moi, elles ont toujours existé, hein, c'est clair. Maintenant, on en parle davantage. oui. C'est bien que certaines femmes qui ont cette possibilité de communication et de médiatisation en parlent aussi pour casser le cliché social. Mhm, Ça se passe dans tous les milieux, mhm, à la absolument. fois très favorisés ou défavorisés. Et voilà, il n'y a pas de cliché que ça se passe chez les autres dans une sphère ou dans l'autre. Donc c'est important d'écrire. Le- Aussi, même si le livre n'est pas publié, c'est pour ça que certains récits de vie sont très puissants au cœur des familles. Mhm. Et voilà, dans la transmission de la véritable histoire d'une famille, pour la levée des secrets de famille aussi. Qui Et fait beaucoup de mal. j'écris, enfin je coécris, je participe
à des récits de vie qui accompagnent parfois des testaments. Parce Intéressant. que voilà, derrière un partage matériel, il peut y avoir un partage moral qui est extrêmement important aussi. Ouais, c'est Et fou ça. Hmm. voilà, ça c'est important. Et là encore, eh bien finalement le droit et l'écriture et la littérature Ah, se rejoignent. Il y ouais, a énormément d'interconnexions entre les deux, même si dans ma jeunesse, c'était pas forcément, lorsque j'étais étudiante, que j'avais 20 ans, c'était pas forcément comme ça que je voyais les choses. ouais, bah, en tout cas, je trouve ça génial et je trouve que tu as super bien raconté ton parcours ce soir et j'espère que ça va inspirer d'autres femmes à voilà, emboîter toutes les pièces du puzzle. Hein. Des fois, ça arrive que ça soit après 40 ans pour plein de gens, hein, d'arriver à mettre toutes ces pièces collées l'une avec les autres. Euh, oui, j'avais noté une petite phrase aussi pour la fin que je trouvais sympa dans le livre de Christelle Petit-Colin qui disait, au final, l'important, c'est épousez-vous. On parlait de famille, de conjugale, et que l'important, c'est aussi de bien se connaître et de s'épouser soi-même avant d'aller avec n'importe quel partenaire. Alors, je trouvais ça joli. Toi, ton mot de la fin, ça serait quoi pour toutes les femmes et tous les hommes qui nous ont écoutés ce soir? Et que la vie peut être belle et que la vie est belle. Mhm, Alors je mets, elle peut être belle parce que parfois on le ressent pas, mhm. mais il y a une chance tous les jours de repartir à zéro Ouais, ça c'est sûr. et de capitaliser ce qu'on a. Et le fait d'avoir vraiment eu à certains moments l'impression que que j'allais vraiment mourir, Mhm. que c'était vraiment la fin, euh, ben je dois reconnaître que à chaque jour quand je me lève, je suis vraiment heureuse Mhm. d'être là Mhm. et de me dire que il y a une journée que je peux vraiment faire quelque chose. Et ça veut pas dire que c'est facile tous les jours. Bien sûr. Mhm. Voilà. Et que on recroise pas de nouvelles galères, mais il y a vraiment des ressources en chacune et chacun de nous qui sont extrêmement puissantes. C'est-à-dire qu'on a un cerveau qui a des capacités phénoménales. Mhm. Et il y a des gens qui arrivent à faire des choses extraordinaires parce qu'ils mobilisent leur cerveau d'une certaine façon et Mhm. qu'ils ont compris comment ça marchait et comment aller plus vite, comment aller mieux. Et c'est en utilisant ces méthodes-là, en utilisant des stratégies qui fonctionnent, qu'on peut arriver au même résultat. Et c'est là où c'est pas une question de se dire il y a des, c'est pas une question forcément d'intelligence. C'est l'intelligence, elle est dans le fait de savoir que c'est possible et de chercher la bonne solution Oui. pour le bon objectif. Mhm. Voilà, mais il n'y a pas besoin d'avoir forcément fait beaucoup d'études, d'avoir forcément fait telle chose, d'avoir forcément tel moyen. Il y a plein de chemins pour arriver au résultat en fonction de là d'où on part. Mhm. Et ça, j'en suis mais hyper convaincue et je le vois tous les jours. C'est-à-dire, je vois des femmes qui font des choses extraordinaires tous les jours. Mhm. Et ça me booste encore plus, ça me challenge encore plus. Et ça m'incite à pas m'endormir en me disant Oui. ah bah aujourd'hui je vais me reposer ou Mhm. ça y est c'est bon ou Mhm. non, c'est jamais bon complètement. Il y a toujours autre chose à faire, pas pour ne pas se contenter de ce qu'on a, hein, parce que les petits bonheurs du quotidien ils sont partout. Mais voilà qu'on peut mieux faire et qu'il y a encore plein de belles choses à vivre encore plus belles. Bah, merci beaucoup, ça me touche beaucoup ce que tu viens de dire. Et Merci. voilà, je trouve que c'est super inspirant pour toutes les personnes qui ont envie de contribuer dans ce monde. Hein. Voilà, c'est ce qui se passe quand on est passionné. Bah, voilà, tous les jours, on s'y remet parce que c'est une passion et qu'on n'a plus l'impression de travailler aussi parfois. Hein. C'est ça quand on est dans un métier comme ça qui nous colle à la peau. Donc merci beaucoup Agnès, c'était une super interview, j'étais ravie.
Et puis, je te souhaite Merci beaucoup, Sandrine. voilà, plein de bonnes choses et longue vie à ta chaîne YouTube. Et puis, on se parle bientôt. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Je Salut t'embrasse. Agnès. Bye. Je vous embrasse Bye toutes bye à et tout tous. le monde. À bientôt. À bientôt. Ciao. Alors, si tu as aimé cette interview, n'hésite pas à mettre des commentaires ou des questions sous la vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et utilise la cloche de notification pour recevoir régulièrement tes vidéos d'experts. Bye bye, héroïne!